Tout d'abord, pour breveter le corps humain, ça pose plusieurs questions dans le domaine juridique, dans le domaine éthique. On pense notamment à la controverse du brevet qui a été déposé par le laboratoire pharmaceutique Myriad Genetics lors de leur découverte des gènes de prédisposition pour le cancer. Alors, commençons cette interview par la notion de brevet. Afin d'appréhender cette notion, pourriez-vous nous définir cette notion de brevetabilité et qui le délivre? Voilà, alors au niveau du brevet, on a plusieurs conditions. Il faut qu'il y ait une invention et qu'il y ait une nouveauté. Par exemple, pour le vivant, vous trouvez un gène, mais ça ne suffit pas. Il y avait une controverse il y a 15 ans où Craig Venters a commencé à décoder l'ADN et voulait mettre des brevets sur les gènes, mais le gène en tant que tel, vous ne pouvez pas breveter, parce que ça ne rentre pas dans les conditions de la brevetabilité. Donc la chose doit être nouvelle. Donc il doit y avoir une activité. Alors nouvelle, c'est-à-dire que le gène, il va falloir l'extraire déjà et lui trouver, deuxième condition, une activité inventive. À quoi il va servir? Donc le gène pourra être breveté, mais si on lui trouve une application particulière qui n'existe pas dans la nature. Donc il faut qu'il y ait une activité inventive et que l'homme du métier, ce qu'on appelle, en sorte quelque chose. Voilà, qui a vraiment un atout. On ne peut pas le breveter comme ça, le gène, parce que c'est dans la nature et c'est pas possible. Et puis, il y a une troisième condition, donc nouveauté, activité inventive, et troisième condition, pour le brevet, c'est l'application industrielle. C'est-à-dire que vous devez trouver une application industrielle à votre brevet. Donc, ces trois choses conditionnent beaucoup au niveau de la brevetabilité du vivant, surtout au niveau de l'application industrielle. Voilà. Quelle est l'application industrielle? Et donc, au niveau des organismes, en Europe, il n'y a rien pour l'instant. On a juste une directive, donc un texte de loi sur tout ce qui est réglementation sur les inventions biotechnologiques qui commence à dater. Et le problème, c'est qu'en fait, depuis 20 ans, on n'arrive pas à se mettre d'accord sur un brevet européen, parce que maintenant on est 28, ça coûte très cher au niveau des traductions des brevets, et qu'on a un organisme européen, l'Office européen des brevets, mais qui en tant que tel ne peut pas délivrer un brevet européen en fait. Donc à chaque fois, ce sont les États membres qui délivrent leur propre brevet. Donc c'est assez compliqué au niveau européen. Et c'est vrai qu'on perd du temps par rapport aux États-Unis. C'est ce que disent les chercheurs par rapport aux États-Unis. C'est un peu compliqué. Donc dans la définition que vous avez donnée du brevet, il faut que ça soit donc quelque chose de nouveau avec une activité inventive et que ça ait une implication industrielle. Donc si j'ai bien compris, on ne peut pas breveter les gènes en tant que tels. Il faut trouver des méthodes de traitement appliquées aux gènes. Voilà. Et donc du coup la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui va pouvoir être breveté dans le corps humain, si on peut pas. Alors les textes sont assez clairs. On peut le corps humain en tant que tel ne peut pas être breveté. Hein, ça on est d'accord, on peut pas. Par contre, ce qui a fait crier les gens de l'éthique à l'époque, on peut breveter un élément du corps humain si on lui trouve une fonction. En fait, le code de la propriété industrielle dit que seule une invention constituant l'application technique d'une fonction d'un élément du corps humain peut être protégée par brevet. Cette protection ne couvre l'élément du corps humain que dans la mesure nécessaire à la réalisation et l'exploitation de cette application particulière. Donc, ça reprend en fait la directive qui vient dire qu'un élément isolé du corps humain produit par un procédé technique peut être brevetable. Donc, on va prendre ce bout du corps humain et on va l'isoler. Ce qui est important, c'est l'isolation en fait de cette partie du corps, et on va lui trouver une application. Donc voilà, tout se gère là-dessus. Mais c'est possible, hein. On croit, il y a encore les gens pensent que le corps humain, en tant que tel, oui, ne peut pas être breveté, mais on pourrait breveter une partie du corps humain si on lui trouve une application industrielle et quelque chose de nouveau. Et le meilleur exemple, c'est les gènes, quoi. On peut breveter une séquence d'un gène
si on lui trouve une application industrielle, une activité inventive. Et c'est ce qui s'est passé du coup dans tout ce qui est cancer du sein, quoi. On a pris le gène, on lui a trouvé une activité inventive et on peut le breveter. Mais, alors par rapport, les règles du brevet sont les mêmes pour tous, mais là, il y a quand même une exception qu'a mis la loi française, c'est-à-dire que si un nouveau chercheur trouvait une nouvelle application industrielle à ce même gène qui est breveté, il pourrait déposer un nouveau brevet. Et là, c'est un peu différent du droit commun. Par exemple, en chimie, une fois que vous avez breveté la molécule, si vous voulez retravailler sur la molécule, il faut demander une licence, une patente au propriétaire du brevet. Tandis que là, pour le gène, on agit différemment. On a pensé que si on trouvait une autre application à ce gène-là, on n'a pas demandé un royalties, une patente au propriétaire du brevet sur le gène. Mais voilà, donc là c'est juste la nouveauté, voilà. Et là-dessus on est un peu en contradiction avec le droit communautaire. Mais voilà, là c'est typique français. Donc on ne veut pas bloquer la recherche, et parce que c'est le corps humain, parce que c'est la génétique, on ne bloque pas les chercheurs en fait. Une fois que le brevet sera tombé dans le domaine public, le laboratoire n'a plus la main mise sur l'application qu'il a découverte. Alors on peut se demander quels sont les avantages et les inconvénients. Alors pour la communauté de chercheurs, je pense pour les scientifiques c'est plutôt positif, parce que du coup l'hôpital n'aura plus à passer par myriade génétique pour faire son test. C'est surtout au niveau des tests que ça joue. Donc voilà quoi. Si c'est plutôt pour la communauté scientifique, c'était là où était la controverse, puisqu'on était venu dire que ça bloquait la recherche, ça voilà. Donc oui, c'est plutôt un avantage, comme les génériques qui tombent dans le domaine public, c'est plutôt que des avantages. Mais après, ça va tellement vite aussi au niveau de la science, que le temps que le brevet tombe dans le domaine public, c'est 20 ans, je pense qu'on sera passé à autre chose depuis très longtemps. Voilà. Je pense, la nouvelle innovation. Et une nouveauté aussi là-dessus, sur la brevetabilité des gènes, il faut bien voir que également une des conditions, c'est ce que j'ai appelé l'activité inventive, c'est-à-dire que la personne qui demande le brevet doit démontrer que ce qu'on appelle l'homme du métier, l'homme de l'art, ne sait pas reproduire ça. Et on a eu plusieurs refus de brevet sur les gènes, parce qu'au final, l'activité inventive n'était pas là, parce que l'homme du métier pouvait reproduire facilement la manipulation. Donc il faut qu'il y ait vraiment une nouveauté aussi dans cette manipulation. Voilà. Sinon c'est assez facile. Voilà. Et donc du coup ça fait quand même reculer les demandes de brevets sur les gènes. Il faut vraiment trouver quelque chose, une nouveauté que l'homme du métier ne peut pas faire. Et l'homme du métier à ce niveau-là, normalement il a une expérience assez haute quand même. Que c'est pas l'homme du métier quelconque, c'est pas le laborantin quelconque, mais c'est quelqu'un qui a quand même de l'expérience. Donc c'est pas si facile que ça de déposer des gènes sur un brevet, sinon il y en aurait plein. Sur un brevet sur un gène, sinon il y en aurait plein. Une autre question qu'on se pose aussi est quels sont les organismes qui s'occupent de mettre des règles pour encadrer cette brevetabilité? En France, il y a l'INPI. Après, c'est aussi la Commission européenne, puisqu'on a un règlement. Mais voilà, en Europe c'est assez compliqué puisqu'on n'a pas un brevet européen. Voilà. Et il y a l'OEB qui détermine des grandes règles également. Ce sera plus l'OEB même que l'INPI. Voilà. Et a-t-on assez de recul pour dire que ces innovations technologiques vont permettre une amélioration dans les soins médicaux? Oui, je pense que oui. J'espère, il faut plus poser cette question à un scientifique. Il faut savoir quand même qu'il y a eu un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne en 2012 sur les cellules souches, qui est venu un peu mettre un frein à ça, puisqu'en fait la Cour de justice est venue dire qu'elle accepte la recherche sur les cellules souches, mais en revanche, elle refuse les brevets sur ces produits. Puisqu'on travaille sur des embryons, elle refuse les brevets, sauf si le brevet possède une application directe thérapeutique ou diagnostique qui porte sur l'embryon elle-même. Et ça veut dire que tout le reste, c'est interdit. Alors que le problème aux États-Unis, ils ont une vision
vision plus large, quoi. Disons que c'est le principe de Donc précaution voilà, français, voilà. en fait. Donc le problème, c'est que est-ce que les industriels... alors la recherche, on n'interdit pas, mais le problème d'un industriel, c'est quand même de pouvoir protéger sa recherche. Et là, dans ce cas-là, il ne pourra pas, quoi. D'accord. Donc est-ce que c'est pas mettre un coup d'arrêt aux recherches sur les cellules souches on peut se poser la question, quoi. Ben, merci beaucoup d'avoir Voilà. accepté notre interview. J'espère que j'étais claire. Oui, merci, c'était vraiment très intéressant. Moi, j'espère que j'étais assez claire, c'est hyper compliqué. Oui, ça nous a vraiment éclairé sur Oui, la oui. question. Comment tu